Le duc de Rovigo m'apprend que l'empereur a demandé à m'envoyer à Londres vers le prince régent, mais qu'on s'y est obstinément refusé. La mer était grosse, les vents violents. Nous étions en grande partie malades de la mer et que ne peut pas la préoccupation de morale sur les infirmités physiques. C'est la seule fois de ma vie, peut-être, que je ne l'ai pas été avec un ton pareil. En sortant de Plymouth, nous avions d'abord gouverné à l'est, au vent arrière, mais bientôt nous vîmes au plus près, nous courions de bord, nous croissons, et nous ne pouvions rien comprendre à cette nouvelle espèce de supplice. Samedi 5. Toute la journée, Doucet se passa de la même manière. L'empereur, à sa conversation habituelle du soir, me donna deux grandes marques de confiance. Je ne puis les confier au pépier. Dimanche 6. Nous mouillâmes vers le milieu du jour à Start Point, où l'on n'est pas en sûreté, et nous n'avions pourtant que deux pas à faire pour entrer fort bien dans Torbay. Cette circonstance nous étonnait. Toutefois, nous avions appris que notre but était d'aller au-devant du Northumberland, dont on avait pressé la sortie, Portsmouth, en toute hâte. Ce vaisseau parut en effet avec deux frégates chargées de troupes qui devions composer la garnison de Sainte-Hélène. Tout cela vint mouiller près de nous et les communications entre eux devinrent fort actives. Les précautions pour qu'on ne nous abordât pas continueront toujours. Cependant, le mystère de notre appareillage précipité de Plymouth et de toutes les manœuvres que avions suivies percevant bien que mal. L'admiral Keith avait été averti, nous dit-on, par le télégraphe, qu'un officier public venait de partir de Londres avec un ordre d'habeas corpus pour réclamer la personne de l'empereur au nom des lois ou d'un tribunal. Nous n'avons pas pu vérifier ni les motifs ni les détails. Lord Keith, ajoutant, avait au peine eu le temps d'échapper à cet embarras. Il avait dû se transporter précipitamment de son vaisseau sur une brique et disparaître au jour de la rade de Plymouth. C'était le même motif qui nous tenait hors de Torbay. Les admiraux Keith et Cockburn sont venus à bord du Bellerophon, le dernier command, le Northumberland. Ils ont conféré avec l'empereur et lui ont remis un extrait des instructions relatives à notre déportation et à notre séjour à Sainte-Hélène. Elles porteront qu'on devait le lendemain visiter tous nos effets pour nous prendre en garde, disait-on, l'argent, les billets, les diamants appartenant à l'empereur ainsi qu'à nous. Nous apprîmes aussi que le lendemain, on nous ôterait nos armes et qu'on nous transporterait à bord du Northumberland. Voici ces pièces. Toutes les armes quelconques seront prises des Français de toute règne qui sont à bord du vaisseau que vous commandez seront soigneusement ramassées et demeureront à votre charge tant qu'ils resteront à bord du Bellerophon. Elles seront ensuite à la charge du capitaine du vaisseau à bord duquel ils seront transportés. Lorsque le général Bonaparte sera conduit du Bellerophon à bord du Northumberland, ce sera un moment convenable pour Admiral Sir G. Cockburn de diriger la visite des effets que le général portera avec lui. L'admiral Sir George Cockburn la sera passée
les articles de meubles, les livres, les vins que le général pourrait avoir avec lui. Les vins sous l'article de meubles. On comprendra l'argenterie pourvu qu'elle ne soit pas en si grande quantité qu'on peut les regarder moins comme un usage domestique que comme une propriété convertible en espèces. Il devra abandonner son argent, ses diamants et tous ses billets négociables, et quelque nature qu'ils soient. Le gouverneur lui expliquera que le gouvernement britannique n'a nullement l'intention de confisquer sa propriété, mais seulement d'en saisir l'administration afin de l'empêcher d'en faire un instrument d'évasion. L'examen doit être fait en présence de quelques personnes nommées par le général Bonaparte et un inventaire de ses effets devra demeurer signé de cette personne aussi bien que par le contre-admiral ou tout autre individu désigné par lui peut assister à cet inventaire. L'intérêt ou le principal suivant le montant de la somme sera applicable à ses besoins et la disposition en demeurera principalement à son choix. À ce sujet, il communiquera de temps en temps ses désirs d'abord à l'admiral et ensuite au gouverneur quand celui sera actif arrive, et à moins qu'il n'y ait lieu à s'y opposer. Ils donneront les ordres nécessaires et paieront les dépenses par des billets tirés sur le trésor de Sa Majesté. En cas de mort, auquel prévoyance la disposition des biens du général sera déterminée par son testament, les contenus duquel il peut en être assuré seront strictement observés, comme il pourrait se faire qu'une partie de sa propriété vint à être dite celle des personnes de sa suite. Celles-ci seront soumises aux mêmes règles. L'admiral ne prendra à bord personne de la suite du général Bonaparte pour Sainte-Hélène, que ce ne soit du propre contentement de cette personne et après qu'il lui aurait été expliqué qu'elle devra être soumise à toutes les règles qu'on jugera convenables d'établir pour s'assurer de la personne du général ou laissera savoir au général que s'il essayait de s'échapper, il s'exposera à être mis en prison, ainsi que quiconque de sa suite qui serait découvert cherchant à favoriser son évasion. Plus tard, le bill du Parlement soumet ce dernier à la peine de mort. Toutes les lettres que lui seront adressées ainsi que ceux de sa suite seront données d'abord à l'admiral ou au gouverneur, qui les lira avant de les rendre. Il en sera de même des lettres écrites par le général ou ceux de sa suite. Le général doit savoir que le gouverneur on l'admire, on reçu l'ordre positif d'adresser au gouvernement de Sa Majesté tout désir ou représentation qui jura à faire rien là-dessus, ne laisser à leur discrétion, mais le papier sur lequel les représentations seront faites doit demeurer ouvert pour qu'ils puissent y joindre les observations qui jugeront convenables. On se peindrait difficilement la masse et la nature de nos sentiments dans ce moment décisif où se cumulent en foule la violence, l'injustice, les outrages. L'empereur contraint de réduire sa suite à 3 personnes arrêta son choix sur la grande maréchale, moi et M. de Montauban. Gourgaud,
désespéré d'être laissé en arrière, négocier à ce sujet et réussi. Les instructions ne permettaient à l'empereur de mener que 3 officiers. Il fut convenu de me considérer comme purement civil et de mettre un 4e à l'aide de cette interprétation. Le 17. L'empereur adresse à Lord Keith une espèce de protestation nouvelle sur la violence qu'on faisait à cette personne en l'arrachant du bellerophon. Je vais la porter à bord du tonneau. L'admiral Keith, très beau vieillard, et de manière parfaite, m'y reçut avec une extrême politesse, mais il évita soigneusement de traiter le sujet, disant qu'il ferait réponse par écrit. Cela ne m'arrêta pas. J'exposai l'état actuel de l'empereur. Il était très souffrant, ses jambes enflaient, et je témoignait à Lord Keith qu'il serait désirable pour l'empereur de ne pas appareiller immédiatement. Il me répondit que j'avais été marin et que je devais voir que son moulage était critique, ce qui était vrai. Je lui exprimai la répugnance de l'empereur de savoir ses effets fouillés et visités, ainsi que cela venait d'être déclaré. L'assurant qu'il les verrait sans regret, j'étais préférablement à la mer. Il me répondit que c'était un ordre qui lui était prescrit et qu'il ne pouvait enfreindre. Enfin, je lui demandai s'il serait bien possible qu'on peut en venir au point d'arracher à l'empereur son épée. Il répondit qu'on la respecterait, mais que Napoléon serait le seul et que tout le reste serait désarmé. Je lui montrai que déjà je l'étais. On m'avait ôté mon épée pour me rendre à son bord. Un secrétaire qui travaillait à la cœur observa à Lord Keith en anglais que l'ordre portait que Napoléon lui-même serait désarmé, sur quoi l'admiral lui répliqua sèchement en anglais aussi, et autant que j'ai pu en attraper. Monsieur, occupez-vous de votre travail et laissez-nous à nos affaires. Continuons toujours. J'ai passé en revue tout ce qui nous était arrivé. Je vais être le négociateur, disais-je. Je devais être le plus peiné. Je vais le plus de droite d'être entendu. Lord Keith m'écoutait avec une impatience marquée. Nous étions debout et à chaque instant ses saluts cherchant à me congédier. Lorsque j'en fus à lui dire que le capitaine Maitland s'était dit autorisé à nous conduire en Angleterre, sans nous laisser soupçonner qu'il nous faisait prisonniers de guerre, que ce capitaine ne serait nié, sans doute que nous étions venus librement et de bonne foi, et la lettre de l'empereur au prince de Galles, dont j'avais préalablement donné connaissance au capitaine Maitland, avait dû nécessairement créer des conditions tacites dès qu'il n'y avait fait aucune observation. Alors la mauvaise humeur de l'admiral, sa colère même, perceront avec vivacité que dans ce cas le capitaine Maitland aurait été une bête, car ses instructions n'étaient en rien de tout cela, et qu'il en était bien sûr, puisque c'était de lui qu'il tenait. Mais, milord, observai-je en défense de capitaine Maitland,
Sa Majesté exprime ici avec une sévérité dont peut-être elle pourrait elle-même être responsable, car non seulement le capitaine Maitland, mais encore Admiral Hotham et tous des officiers qui nous vîmes alors se sont conduits exprimés de la même manière vis-à-vis de nous. Aurait-il pu être ainsi si leur instruction est si claire et si positive? Et je le délivrais de moi aussi bien. Il ne tenait plus voir prolonger un sujet que probablement dans son fort intérieur n'était pas sans quelque délicatesse pour lui. Un officier de douane et l'admiral Cockburn firent la visite des effets de l'empereur. Ils saisiront 4000 Napoléons et en laisseront 1500 pour payer les gens. C'était là tout le trésor de l'empereur. Ils feront assister contradictoirement dans leur opération de seul valet de chambre de Sa Majesté marchand, ce qui parut mortifier singulièrement l'admiral Cockburn. Aucun de nous, quoique nous en faisions réunion, voulu prêter sa présence et son témoignage à un acte que nous considérions tout à la fois comme outrageant et vil.